Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marabia, une soirée consacrée bien évidemment aux Européennes 2024. Les électeurs et électrices en Europe ont été amenés à se rendre dans les urnes hier. On va s'intéresser à la France bien évidemment avec deux faits importants. Sachez d'abord que le taux de participation en France est de 51,49%. Plus 1,37 par rapport aux européennes de 2019. Alors, premier fait que nous allons évoquer ce soir, bien évidemment, c'est la montée du Rassemblement national. Et oui, entendez bien, en tête dans 9 villes sur 10 en France, 93% des villes françaises, où est arrivé en tête le Rassemblement national, notamment emmené par Jordan Bardella. Sur les 36 000 communes que compose la France, 32 000 en tête pour le Rassemblement national qui gagne par rapport à 5 ans passés 2 millions de voix. On en parle ce soir. Quasiment aussi en tête dans tous les départements. Si on prend le Lot-et-Garonne, par exemple, toutes les villes du Lot-et-Garonne sont remportées par Jordan Bardella et la liste du Rassemblement national. Et puis aussi en tête dans toutes les régions de France. Et oui, le Rassemblement national qui arrive en tête dans toutes les régions de France. Et même en Île-de-France, là où il y a tout de même un certain nombre de départements, d'histoire, de villes historiques, de métissage, de différents cultes et culturels, le Rassemblement national arrive en tête. En Île-de-France aussi, on en verra quelques graphiques tout à l'heure. Et puis le deuxième fait d'actualité, l'annonce hier soir, qui en a surpris aussi plus d'un, on pouvait l'attendre, mais Emmanuel Macron a pris la parole. Et il a donc dissous l'Assemblée nationale. Les différents partis ont exactement jusqu'à dimanche soir pour présenter leurs candidats aux législatives anticipées. Premier tour le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet. Deux dates aussi qui en disent long sur cette période un peu estivale. Est-ce que réellement les Français et les Françaises se rendront dans les urnes? Voilà, c'est l'heure des tractations, bien évidemment. Cet après-midi, Marion Maréchal Le Pen s'est rendue, après 7 ans d'absence, elle s'est rendue au siège du Rassemblement national pour négocier. Elle fait partie du parti politique Reconquête aux côtés d'Éric Zemmour, et puis notamment les Verts, Éric Bompard, et le PC, Emmanuel Bompard, et le Parti communiste qui se sont donc rendus chez les Verts, pour commencer à négocier. On se pose plusieurs questions ce soir. L'analyse de ce résultat, comment se fait-il que le Rassemblement national arrive à gagner autant de voix d'élection en élection? On reviendra bien évidemment sur le scénario des législatives, puisque l'Assemblée est dissoute. Peut-on s'attendre à une coalition? La conséquence aussi de ce Rassemblement national en France, peut-être pour toutes ces différentes cultures et puis toute cette France issue de l'immigration qui pose aussi certaines craintes. L'union de gauche est-elle possible? Le Rassemblement national peut-il prendre en main l'Assemblée nationale et peut-être le gouvernement? Pour en parler, pour commencer, Gamal Abina. Bonsoir Gamal Abina, analyste politique, et vous êtes aussi spécialiste des questions internationales. Bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être présent. On devrait avoir le docteur François Deroche, président de Justice et Droits sans frontières, qui va venir nous rejoindre dans un instant. Et d'ici une demi-heure, nous aurons le plaisir d'accueillir le sénateur Ahmed Laouedj et puis le conseiller départemental et maire d'Eustin, Asdine Taibi. Alors, pour commencer, on va écouter bien évidemment Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée. C'était hier soir. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Le 7 juillet pour le second tour. En images, donc, les résultats d'hier, définitifs, donc c'était les Européennes en France 2024. Voilà, vous les avez donc sur votre écran. Vous avez ici le Rassemblement national avec plus de 31%, 30 sièges à l'Assemblée notamment européenne.
Juste derrière, donc Renaissance, notamment le parti de la majorité présidentielle aux côtés d'Horizon et de l'ancien Premier ministre. Et puis Modem, juste derrière, donc PS, Place République avec un peu plus de 13%, 13 sièges. Et puis LFI, Manon Aubry, donc 9 sièges. Et vous avez les autres résultats. Les Républicains, la droite française, qui s'efface de plus en plus du paysage politique français avec 7,25%. Alors juste derrière, je vais demander à nos équipes techniques peut-être de nous présenter donc un deuxième graphique sur les européennes 2019. Vous allez voir donc à l'image qu'il y a tout de même une différence. Voilà ici donc 23,31%. Le Rassemblement national était déjà en tête en 2019, mais avec un score beaucoup plus important cette fois-ci. Et puis on va aussi, je vous disais, les régions et l'Île-de-France. On va regarder ce graphique notamment sur l'Île-de-France qui va donc se présenter dans quelques instants, les résultats de ces européennes. Voilà, le Rassemblement national avec un peu moins de 19%, la France insoumise 18,5%. Alors ça, voilà, vous me direz, ça se talonne, mais le Rassemblement national arrive tout de même en tête dans cette région, avec tous ces départements et toute cette histoire en termes de métissage. Il est avec nous, Gamal Abina, première réaction. En voyant ces résultats hier, quelle est votre analyse? Vous êtes surpris de la montée du Front National? Pas du tout, on attendait un résultat très fort, c'était les sondages qu'il avait annoncés, plutôt de plus de 30%, entre 25 et 30. Ils sont largement au-dessus, ils sont à presque 32%. C'est un résultat extrêmement fort, extrêmement inquiétant, dans la mesure où ils ont bénéficié à plein de beaucoup d'éléments. D'abord la colère populaire, ensuite une défiance vis-à-vis du monde politique, ensuite la question de l'inflation, la crise ukrainienne, la disqualification de la France insoumise sur la question palestinienne qui malheureusement n'a pas profité effectivement de cette juste cause, et évidemment sur la défiance vis-à-vis du pouvoir macroniste qui fait la moitié du score, ce qui est quand même historique et très bas, la moitié du score d'un parti extrême droite. Donc cette extrême droite française, on l'attendait, c'est pas une surprise. C'est une extrême droite qui monte en puissance comme dans toute l'Europe d'ailleurs, il faut le rappeler. Les deux seuls pays qui font exception à la règle, ou trois pays on va dire, à part l'Angleterre, c'est l'Espagne évidemment, où l'extrême droite s'est effondrée. C'est le Portugal et c'est la Grèce. Voilà, c'est les seuls pays où effectivement l'extrême droite n'a pas progressé et a reculé. Sinon, tout le reste de l'Europe, du Nord, pour faire simple, réellement, l'extrême droite se porte comme un charme, avec des rêves plein la tête de la part de ceux qui y croient à ces chimères. L'Allemagne aussi, qui gagne quelques... Pire encore, l'Allemagne, c'est que Scholz se retrouve en 3e position. C'est carrément un effondrement total de la démocratie allemande. On est dans surtout que l'Allemagne, c'est pas n'importe quoi. C'est une extrême droite qui a un passé quand même si elle se revendique pas du nazisme, mais une extrême droite qui a toujours été très présente en Allemagne, mais qui se taisait pendant près de 80 ans. Et c'est d'ailleurs une belle ironie. 80 ans après le débarquement du 6 juin en France qu'on vient de célébrer, eh bien l'Allemagne effectivement remonte des signes d'extrémisme de droite, porté en cela par d'autres pays européens. C'est pas l'Allemagne qui initie ça, mais l'Allemagne a rattaché le wagon des pays européens qui ont suivi l'extrême droite. J'en veux pour preuve que 100 ans après la marche brune de Mussolini en Italie, eh bien une femme qui admirait Mussolini, même si elle a un petit peu calmé son jeu d'extrême droite, je parle de Mélanie se réclamait du Mussolini. Tout à fait. Elle se réclamait du mussolinisme. Elle arrive au pouvoir 100 ans après l'arrivée de Mussolini au pouvoir avec sa marche brune en 1922. Elle, en 2022, est au pouvoir. Le Pen espère cet exploit aussi et elle prend le chemin effectivement de la réussite parce que malheureusement, la France a été gérée de façon très hasardeuse par une direction politique qui n'a pas fait attention au risque de l'extrême droite. Gamal Abina, merci pour ces réponses brèves et succinctes. On va essayer effectivement de garder ce dynamisme parce que vous êtes nombreux. On va dans quelques instants accueillir notamment deux élus de la République, mais Gamal Abina, je vous garde encore deux petites minutes. On va certainement évoquer les raisons de cette poussée du Front National. Certains remettent en cause la politique de gauche, les responsabilités notamment d'Emmanuel Macron dans sa politique, comme Asdin Taibi qui l'a tweeté aujourd'hui. Il nous dira deux mots tout à l'heure, mais selon vous, est-ce que réellement les Français aujourd'hui ont perdu tellement espoir et la seule solution qu'ils ont à leurs difficultés, puisqu'on constate tout de même que le Rassemblement national est là, il y a des électeurs, fut un temps on pouvait se poser ces questions, mais là, vraiment, de plus en plus, vous connaissez les résultats sur les dernières présidentielles, les européennes, on a vu, les législatives, dans quelques instants, on va voir des graphiques, 8 sièges aux les avant-dernières législatives, et les dernières, c'est 89 sièges.
le Front National, la France a vraiment besoin du Front National. C'est la seule solution, c'est le seul espoir. Je ne pense pas que la France ait besoin du Front National, mais je pense que les Français ont besoin d'exprimer un vote de colère, un vote d'adhésion pour certains d'entre eux, les plus radicaux, les plus racistes, et un vote de protestation ou un vote simplement de désespoir, de se dire finalement, c'est souvent ce qu'on entend, il y a même des Maghrébins qui ont voté Front National, il faut l'oublier, hein, qu'ils appellent Rassemblement National. Je tiens d'ailleurs à apporter à votre connaissance une chose, le Rassemblement National, c'est un choix de nom extrêmement douteux, parce que ça vient historiquement d'un autre parti extrême droite nazi français qui s'appelait le Rassemblement National Populaire. Vous ne rêvez pas, ils ont beaucoup d'humour, mais c'est vrai que les Français ne votent pas pour un parti raciste, c'est pas leur problème. Ils votent contre un système, ils votent sanction, ils votent par désespoir. On voit des Maghrébins qui ont voté Front National en disant quoi? En disant simplement, après tout, pourquoi pas eux? Le problème, c'est qu'il y avait d'autres alternatives, hein, mais ce qui fait gagner l'extrême droite, là, c'est les proportionnels, donc ça aide beaucoup, c'est le fait que le camp d'en face est désuni. La gauche, la NUPES, s'est effondrée, alors que Uni, elle bat le Front National sans aucune difficulté, mais ils se sont battus entre eux. On voit un PS qui est à 13%, ce qui est énorme. On voit quasiment 10% pour aller les filles, 13 plus 10, vous êtes déjà sur ces deux partis à 23%. Vous rajoutez après à cela les communistes et les Verts, on monte à 30%. Donc ils ont largement les moyens de gagner, mais ils se sont désunis et ça profite évidemment à ce parti qui, en plus, ce parti qui bénéficie d'un autre parti encore plus extrême, celui de Zemmour, où ça porte quasiment leur voix à 35 ou 36%. C'est considérable. N'oublions pas effectivement qu'Éric Zemmour, Reconquête, a fait un peu moins de 8% sur les dernières présidentielles. Avec nous le docteur François Deroche. Bonsoir docteur, bienvenue. Vous êtes notamment président de Justice et Droits sans frontières. En un mot, vous avez vu ces résultats tomber à 20h et maintenant les résultats officiels. Le Rassemblement national qui prend toutes les régions, 93% des villes en France. Réaction? Bonjour à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités, à Gamal Abina. Bien sûr, c'est un coup de tonnerre, c'est un séisme politique. Aujourd'hui, les Français se réveillent avec la gueule de bois. C'est un tremblement de terre politique en France. Mais je pense que, quelque part, le fait que Emmanuel Macron souhaite aujourd'hui dissoudre, je pense qu'il n'avait pas trop le choix, mais à force de jouer avec le loup, aujourd'hui, Emmanuel Macron paye le prix, et le prix, il est très cher payé. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit « Yadaka aukata wafuka nafar ». Qui est le responsable de tout cela? C'est M. Macron. M. Macron, quand il nous a mis M. Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, il a fait des choses que même Marine Le Pen n'aurait pas osé faire. Aucun parti extrémiste n'aurait osé faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien sûr ce tremblement de terre politique et qui ébranle la France. Le discours également d'Emmanuel Macron de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale et quelque part, pour moi, c'est un calcul machiavélique parce que ils veulent profiter de cette élection pour envoyer, si vous voulez, un coup de semence et pour qu'il, d'après lui, pour un retour aux valeurs républicaines. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, moi, je pense que c'est une erreur. Monsieur Macron veut un mariage politique un peu forcé avec l'extrême droite et notamment avec Berda Bardella qui n'a que 28 ans et ses collègues pour montrer qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et s'il remettait les clés de l'Élysée à Le Pen, avec ses 2 mandats et une décennie de pouvoir, il entrerait dans l'histoire comme un président raté. Docteur, c'est possible ça dans le scénario. C'est un des faits bien sûr ce soir et qui fait toute l'actualité maintenant depuis hier soir un peu partout en France, mais en Europe. Ce scénario, le président dissout l'Assemblée. On peut demain, les Français peuvent demain se retrouver avec une coalition et un premier ministre du Rassemblement national.
Moi, je pense que c'est ce qui se dessine. Pourquoi? Parce que à la fin juin, début juillet, ce sont les gens qui travaillent avec labeur, les Français qui souffrent de ces conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, vont pas partir en vacances. C'est eux qui vont voter. Ils vont rester là. C'est eux. On a vu une participation extrêmement importante. Et ces Français seront là. Et je pense ils vont conforter cette victoire du Front National. On a vu encore aujourd'hui, la gauche n'est pas du tout unie. Et puis, si vous voulez, entre nous, soyons honnêtes, quand on calcule le nombre de droites, parce que maintenant, droite et extrême droite, vous savez, la frontière, on parle de Front républicain, mais ils sont tous pour comment dirais-je, une certaine haine de l'autre, sur lequel on veut porter le poids de ce ratage économique de la France. En tout cas, aujourd'hui. Oui. En tout cas, ce qu'on constate tout de même, et je voudrais d'ailleurs avoir aussi la réaction de Gamal Abina, qui avait l'air aussi un peu d'accord avec vous sur ces scénarios de Premier ministre, en tout cas au niveau du gouvernement, peut-être remporté par le Rassemblement. Mais il fut un temps, il y avait tout de même cette gauche qui était là, avec des gros scores, des scores importants. Certains partis de gauche sont encore présents, mais leurs scores ne permettent plus de s'imposer. On pense au PC, on pense au PS, qui à un moment fut un temps avait un certain impact. Donc, on peut dire que c'est la responsabilité de la politique d'Emmanuel Macron, mais cette gauche aujourd'hui, est-ce qu'elle n'arrive pas aussi à prendre ses responsabilités, à s'unir? Est-ce que l'union, les tractations qui ont lieu aujourd'hui et qui vont se continuer certainement tard dans la nuit, est-ce qu'elles n'auraient pas pu avoir lieu en amont, avoir une gauche unie, sachant que la NUPES, on peut parler de fiasco? Attendez, quand on voit la gauche, en fait, c'est Gaza qui a désuni la gauche. Quand on voit Glucksmann qui dit que ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide, il faut être il n'est pas crédible. La gauche n'est pas crédible. Elle ne peut pas s'associer avec un parti qui sont les insoumis et qui considère que c'est un génocide. Ce n'est pas, c'est le tribunal pénal international, c'est la Cour de justice internationale qui a nommé, et pourtant, on a des responsables politiques qui ne deviennent pas crédibles, et le fossé est tellement énorme qu'on pourrait pas aujourd'hui les rabibocher. Quand on voit même, je me suis amusé à compter à tous ceux aujourd'hui qui sont contre, on arrive à peu près je suis désolé de parler aussi crûment, à pratiquement 70% de la population française qui aujourd'hui vote pour le Front National, même si, parce qu'il y a des petits partis, l'extrême droite est extrêmement présente, c'est un leurre. On fait croire aux gens que s'ils sont dans de mauvaises conditions économiques, c'est à cause de l'étranger qui est en train de manger leur pain. Qui a fait ça, c'est monsieur avec ses lois contre l'immigration, avec ses lois xénophobes et racistes, avec cette islamophobie qui monte chaque jour dans la société française. Et ce qui est aussi également surprenant, c'est que M. Bardella, il a du sang algérien. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais un peu effaré. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont aujourd'hui qui sèment la haine, qui vomissent la haine en France. La France n'a pas besoin de ça. La France de Voltaire, de Montesquieu, la France de la France, la grandeur de la France, elle est en train d'être salie avec ces idées mesquines qui considèrent que l'autre est responsable de tous les maux de la société française. La France est un grand pays et j'espère qu'il y aura un jour un sursaut, et ce sursaut viendra certainement de la jeunesse, cette jeunesse qui est unie, cette jeunesse qui aujourd'hui malheureusement qui va pas très souvent voter parce que ce sont des gens qui sont plus âgés qui votent pour les élections européennes. Les élections européennes n'ont jamais attiré la foule. J'espère qu'il y aura un sursaut populaire pour dire que la France est une terre d'accueil, la France est une terre de tolérance, la France c'est une ambition commune pour nous, pour qu'on puisse vivre en paix. On peut pas vivre en paix avec quelqu'un qui vous montre du doigt et qui essaye de tout faire pour vous casser et pour semer la haine, pour que les gens puissent avoir cette peur qui est catastrophique pour l'avenir des Français.
Merci, restez avec nous, docteur François Deroche. On va donner la parole à Gamal Abina. Je voudrais qu'on regarde ces graphiques. D'abord, 2017, les législatives. Vous allez voir ici, donc, 8, voilà, vous avez donc sur votre écran le Front National, Marine Le Pen, hein, 8 sièges à l'Assemblée nationale, 8 députés qui représentaient les Français sur les législatives de 2017. Et dans quelques instants, vous allez donc avoir donc les législatives de 2022. C'était juste après, notamment les présidentielles. Et vous allez donc constater effectivement que de 8 députés, eh bien 88 députés donc pour ces législatives 2022 qui devraient donc arriver sur votre écran dans quelques instants. Gamal Abina, est-ce que ce sursaut, il est encore possible aujourd'hui, ce sursaut d'avoir une jeunesse ou voilà. Merci l'équipe en régie pour le travail que vous faites. Voilà, 89 sur l'ancienne Assemblée nationale puisque elle est dissoute. Gamal Abina, à vous. Donc, est-ce qu'il est encore possible ce sursaut? Et puis on constate tout de même, alors peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que derrière certains partis de droite, tout comme le Rassemblement national, il y a un certain engouement, il y a une certaine jeunesse, il y a une certaine effervescence, il y a une certaine attractivité et intérêt pour la politique et se rendre aux urnes, à l'inverse peut-être que certains partis de gauche. Tout à fait. La question qui se pose, c'est est-ce que la jeunesse vote Front National? Vous venez de l'évoquer. La jeunesse vote peu et quand elle vote, malheureusement, elle est séduite par un parti. La grande majorité des jeunes n'ont pas voté Front National, mais il y a des jeunes qui votent pour ce parti parce qu'ils ont été malins. D'abord, ils ont essayé de rendre ces partis d'extrême droite beaucoup plus séduisants, donc ils sont passés par les femmes, simplement. Mélanie est une femme, on avait Alexandra Mussolini à l'époque, on a aussi Marine Le Pen, on a Marion Maréchal, qui vient d'ailleurs, je vous l'annonce, d'être en tractation, en négociation directe avec le FN et qui va remonter ça à Zemmour. Ils vont faire une alliance, semble-t-il. Exactement. Donc ils savent ce qu'ils savent très bien faire le travail. Donc la jeunesse n'a pas pris la mesure des choses. La majorité des jeunes n'ont pas voté FN, on le sait aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins qu'une certaine jeunesse qui est au chômage, en difficulté, qui fait des paris dangereux, qui ne se pose pas la question de savoir si confier les rênes de l'économie à un parti ultralibéral peut aggraver la situation parce qu'elle ne le sait pas. Ils ne se rendent même pas compte que le Front National ce sont des véritables incapables sur le terrain économique puisque ce sont des ultralibéraux, anti-étatistes, anti-système social, anti-couverture maladie. Enfin, c'est pas du tout le logiciel du Front National, mais qui développe un discours pseudo-social pour garantir une victoire. Ça rappelle les nazis dans les années 30. Pour obtenir le pouvoir, il fallait convaincre la masse salariale des employés et des paysans et leur dire, écoutez, on est avec vous, donc on fait du national-socialisme. Mais le mot socialiste n'était qu'un mot. Dans les faits, ils ont même récupéré le rouge du communisme pour séduire. Et ben, c'est un peu ce que fait le FN. Le FN joue la carte, soi-disant, de la paysannerie, joue la carte des pauvres, des ouvriers, des gens déclassés, des gilets jaunes aussi, ils ont joué cette carte-là. Et aujourd'hui, ben, ça a marché. Je veux dire, le vote communiste est réduit à 2,5%, et ce vote communiste, ben, il a fait un transfert direct vers le FN. Donc les gens qui votent en France, plus de 50% de la population à plus de 50 ans, sont des gens âgés, des gens qui vont vers le conservatisme, parce qu'avec l'âge, on a tendance à être conservateur, on a une nostalgie du passé, des gens qui font de la réaction, ce sont devenus des réactionnaires, des conservateurs réactionnaires, c'est dangereux, ça va à l'extrême droite, et il est vrai que le vrai risque aujourd'hui, c'est que le FN l'emporte. Pourquoi ? Comme les nazis ont été patients à l'époque, il y a eu 10, 20 députés, puis 100 députés au Reichstag, puis 250, puis ils ont pris tous les pouvoirs, eh bien, c'est pareil en France. On a des lois qui ont été taillées sur mesure pour le FN. La proportionnelle risque d'arriver, parce qu'ils vont finir par la proposer de fait, et s'ils obtiennent la proportionnelle, ils passeront systématiquement avec au moins 150 ou 200 députés sur un Parlement qui en compte 577. Donc, le jeu des alliances, la droite en déshérence, qui finira par rallier le Front National, fera que le Front National est là pour durer très longtemps. Quel scénario vous faites, Gamal Abina, avec votre expérience, vos analyses? Bon, aujourd'hui, on voit que 89% sur l'ancienne Assemblée. Il y a des tractations qui sont faites avec le Rassemblement national, Reconquête, et peut-être qu'il y a des Républicains aussi. Tout ça, les choses ne sont pas claires. Mais demain, si vous pourriez peut-être, voilà, d'être Madame Soleil, mais qu'est-ce qui ferait que demain, pour que les téléspectateurs et téléspectatrices comprennent, qu'Emmanuel Macron serait amené à nommer un Premier ministre ou une Première ministre du Rassemblement national? Il faudrait quoi, 200 sièges pour le RN Reconquête, par exemple? Alors déjà, s'ils ont une majorité relative, mais une grande majorité relative, ça peut autoriser, ça doit autoriser Macron à placer quelqu'un
Marine Le Pen à la tête du Premier ministre, enfin de la place du Premier ministre. Alors c'est une technique qui pourrait être intéressante pour Macron parce que ça disqualifierait, vu la situation économique, Le Pen qui serait incapable de trouver des solutions, et donc ça redorerait le blason de ce qu'on appelle la droite classique ou même le centre-gauche. Mais ce qui peut arriver, il ne faut pas seulement une majorité absolue, même relative suffirait. Ce qui est impressionnant, et j'attire votre attention là-dessus, c'est le fait que le FN avait 1 à 2 députés sans obtenir jamais de proportionnel, et qui sont passés à 89 sans proportionnel. Imaginez si on met la proportionnelle, parce que là, les européennes, c'est de la proportionnelle. Si vous avez comme, par exemple, le microscopique parti de Zemmour, 5%, 5,5%, vous avez 5 députés. Voilà, c'est en proportion du pourcentage. Et donc, s'ils instaurent la proportionnelle, parce qu'ils ont la chambre basse, je parle du Parlement, donc le Parlement, pas le Sénat, mais le Parlement, ils peuvent le faire instaurer. Si ça passe, à ce moment-là, le Front National a de beaux jours devant lui. Et moi, je pense que M. Macron, s'il est aussi stratège qu'il semble l'être, je ne sais pas, et qu'il place en Premier ministre Mme Le Pen, il fera le même coup que ce qu'avait fait Mitterrand à Giscard ou que ce qu'avait fait Chirac à Jospin. Dès que vous vous mettez en Premier ministre, vous vous mettez en danger. Et donc, ça vous disqualifie. Mais une chose est certaine, c'est que le Front National a compris qu'il fallait jouer la carte de la jeunesse, de la séduction. Remarquez, Marion Maréchal, Bardella, qui se drape en plus d'une présence dans le 93 et qui parle de son origine italienne et algérienne. Il n'en reste rien, je vous rassure. Il n'est pas plus algérien que les Darmanin, mais ça joue sur la carte de « je suis un peu comme vous ». Identifiez-vous à moi. Je suis jeune, je suis sympathique, je suis beau, je regarde TikTok et en même temps, je représente le peuple aux élections. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Docteur François Deroche, avoir votre avis. Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, si Marine Le Pen était présidente, ça serait la panique en France. Bon, je pourrais citer plusieurs qualificatifs de ce qu'on peut entendre maintenant depuis plusieurs années, cette crainte pour certains. Et si Marine Le Pen arrivait, ça changerait, on trouverait des solutions, il n'y aurait plus d'immigration, il n'y aurait plus de chômage. Question simple, quelles seraient les conséquences, peut-être néfastes ou négatives, pour ceux qui n'apprécient pas ce parti ou qui ont une certaine crainte? Je pense notamment à ces personnes originaires de l'immigration, qui sont aussi françaises d'ailleurs, qui sont nées sur le territoire français, qui sont françaises. D'autres sont aujourd'hui en activité en France, ont des cartes de séjour. Quelles seraient les conséquences, selon vous, négatives demain? Ou peut-être qu'il n'y en aurait pas du tout, en fait, que c'est que des mots, de l'espoir et du vent? Monsieur Darmanin est français d'origine étrangère, Monsieur Bardella est français d'origine étrangère. Tous ceux qui ont construit la France de demain, bon ou mauvais, une grande majorité sont d'origine étrangère. Et aujourd'hui, quand on dit l'extrême droite n'est plus seulement aux portes du pouvoir, l'extrême droite a mis un pied dans la porte. Et aujourd'hui, après cette large victoire, je pense qu'il faut laisser effectivement l'extrême droite, pourquoi pas, gouverner et montrer qu'il va échouer, parce qu'aujourd'hui, quand on veut porter cette charge à tous les étrangers, leur faire supporter l'échec de notre économie, l'échec de notre politique de santé. Écoutez, si demain Madame Le Pen est au pouvoir et elle veut renvoyer tous les médecins étrangers ou d'origine étrangère dans leur pays d'origine, tous les hôpitaux de France vont fermer. Il faut quand même, il y a des réalités, donc il y a des vérités. Mais est-ce qu'elle ne vend pas? Est-ce que le Front National aujourd'hui ne vend pas aussi un peu de rêve? Ils ne sont jamais arrivés au pouvoir, donc on est vraiment dans l'espérance et dans l'espoir. Est-ce qu'ils ne vendent pas Mélanie? On voit que Mélanie sur l'immigration, je crois qu'elle a même régularisé quelques dizaines de milliers de travailleurs. Voilà, est-ce que réellement le Front National a les solutions, alors que la préoccupation principale des Français, c'est pas spécialement l'immigration, je crois, c'est le chômage, c'est l'éducation, c'est la santé? Absolument, absolument. Et je pense que le fait peut-être d'arriver au pouvoir, c'est de la pédagogie pour tous ceux qui votent Front National, comme l'a fait Mélanie qui a régularisé énormément de monde. Rappelez-vous, Monsieur Sarkozy, quand il est arrivé au pouvoir avec la construction de mosquées et tout ça, il s'est rendu compte que de toute façon c'était une évidence et qu'il fallait, si on veut respecter le droit fondamental de chaque individu, de chaque Français, il fallait se plier
à cette évidence. Et j'espère que si l'extrême droite arrive au pouvoir, eh ben que l'extrême droite se pliera surtout. Nous avons en France une constitution. Cette constitution, elle est extrêmement solide. La constitution de 58, donc elle est solide. Il faut absolument que chacun respecte la constitution. Cette constitution respecte, défend ou protège plutôt les libertés fondamentales de chaque Français. Et pourquoi pas le jeu politique. Il y a de temps en temps, nous avons des roquets. De temps en temps, nous avons des gens qui crient un peu plus que d'autres. De temps en temps, nous avons des gens qui viennent avec des certitudes. Et puis, ces certitudes, tout de suite, s'évaporent pour essayer, pour se frotter avec la réalité et se rendre compte que la France de demain, si on veut éviter la guerre civile, parce que je pèse mes mots je pense qu'on a assez d'entendre ce qui se passe, et de toute façon, je pense que ça ne sera jamais plus dur et plus sévère et plus cruel que la politique qui a été menée à l'égard des étrangers, que la politique qui a été menée par le gouvernement actuel. On parle d'extrême droite officielle qui est celle de Madame Le Pen et ses compères, mais aussi nous avons une extrême droite du gouvernement. Il faut le noter, il faut le souligner, et ça c'est regrettable. Merci, restez avec nous, docteur. On va accueillir, vous allez réagir, Gamal Abina, sur cette question dans quelques instants, sur notamment les éventuelles conséquences. Est avec nous le sénateur. Bonsoir, Ahmed Laouedj, vous êtes sénateur en France, notamment de la Seine-Saint-Denis. Bienvenue. Merci, bienvenue. Bonsoir, Chaban. Merci d'être parmi nous pour quelques minutes. D'abord, une réaction sur ces résultats et puis la montée du Rassemblement national. Je vais pas redonner les chiffres, je pense que vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Peut-être une analyse de votre part sur le scrutin d'hier et puis l'éventuel scénario. Emmanuel Macron, président français, a dissous l'Assemblée. A-t-il reçu un coup de massue? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que demain l'Assemblée nationale peut-elle se retrouver avec un Premier ministre, notamment du Rassemblement national? Voici les 3 points que je voulais évoquer avec vous. Ben écoutez, oui, il fallait s'y attendre de toutes les façons. Et la question que vous me posez, c'est savoir si on peut demain avoir un Premier ministre avec un gouvernement d'extrême droite. Je vous dis oui, bien sûr que oui. On a vu hier les résultats. Alors c'est vrai que moi, pour mon département de la Seine-Saint-Denis, il est différent des autres, parce que c'est la gauche rassemblée en général, avec LFI qui est arrivé en tête. Mais c'est vrai qu'au niveau de tous les autres départements en France, on a mis Jordan Bardella à la tête, en tête de ce scrutin. Alors maintenant, la faute à qui? La faute aujourd'hui au gouvernement qui n'a pas su prendre en main et en charge les attentes des Français, dans le sens où on a réellement un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, et c'est la première chose qui a fait qu'il y ait une mobilisation importante de l'électorat qui s'est mobilisé pour voter Jordan Bardella, parce que ils ont essayé la gauche, ils ont essayé la droite, et ils ont dit écoutez, ça ne va pas, on va essayer Jordan Bardella. Vous avez aussi des gens qui ont voulu sanctionner le gouvernement par rapport à ce qu'il fait. On prend par exemple sur les déserts médicaux qui aujourd'hui sont dans une situation, la France qui était un pays modèle qui œuvrait pour les malades en France. Aujourd'hui, c'est une chose qui aujourd'hui est très très loin de la réalité. On n'a plus de médecins en France, donc là aussi les Français ont aussi sanctionné. Alors c'est vrai que le discours poli de l'extrême droite a fait aussi fait en sorte que certaines personnes, certains électeurs ont porté leur voix à ce Rassemblement national. Donc voilà, tout ça a fait que, et puis on a le fait que certains LR ont à chaque fois, dans le cadre de la loi immigration par exemple, moi en tant que sénateur, j'ai voté contre cette loi en décembre dernier, qui agitait le chiffon rouge de la loi immigration, qui voulait faire plus que le Rassemblement national. Mais comme vous le savez, les Français sont pas dupes. Entre la copie et l'original, ils préfèrent l'original. Donc tout ça, bout à bout, fait qu'aujourd'hui, nous avons
une volonté des Français de vouloir mettre à la tête de ce pays un rassemblement national, en sachant que vous voyez aussi les pays européens qui aujourd'hui, il y a une montée de populisme, mais aussi la responsabilité des médias qui, matin, midi, soir pour certains, attisent la haine, font en sorte en boucle d'aller stigmatiser, je dirais, certaines populations. Donc voilà, donc tout ça, cette chouk-chouka, cette soupe fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une explosion. Le président de la République a vu qu'à un moment donné, il ne pouvait pas élargir sa majorité, parce que il a été dit la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours, que le président du Sénat pouvait éventuellement devenir Premier ministre, mais pour essayer d'élargir sa majorité à l'Assemblée, ça n'a pas pu avoir lieu, et donc à partir de là, il se retrouvait dans une situation où il était obligé de dissoudre cette Assemblée nationale, et dans sa tête, dans sa tête, le fait de dissoudre l'Assemblée, pour lui, c'est que demain, il va y avoir une mobilisation générale qui va permettre que dans certains départements, qu'il y ait une confrontation entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle qui souhaite être, je dirais, qualifiée pour le deuxième tour. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Oui. Oui, Ahmed Laouedj, sénateur avec nous ce soir. Et pour reprendre un peu votre terme, il est l'heure de dîner, cette tchouk-tchouka, mais c'est quelque chose quand même qui est sur le feu depuis des années. On se souvient, vous êtes investi en politique et puis on se connaît depuis plusieurs années. On se souvient de 2002, Jacques Chirac qui est à 82,21% et juste derrière Jean-Marie Le Pen à 17,79 sur les élections présidentielles, un deuxième tour qui a fait réagir aux quatre coins du pays. Mais petit à petit, d'élection en élection, d'année en année, tout ça, ça se resserre. Alors, effectivement, il y a ces médias, il y a aussi ces messages du Rassemblement national, mais est-ce que cette gauche, quelque part, dont vous faites partie depuis plusieurs années, est-ce que ce n'est pas cette gauche qui a totalement perdu l'électorat français, qui n'a pas su aussi trouver les bonnes solutions, les bons messages, gérer le pays, et puis une gauche aujourd'hui, il faut pas se le cacher, qui est complètement fissurée, éparpillée, désunie. Quelle gauche? La gauche aujourd'hui, c'est certains égos de certains dirigeants de partis politiques qui aujourd'hui pensent que c'est eux les meilleurs et qui sont malheureusement hors sol. On le voit, les formations politiques de gauche, il y a de moins en moins d'adhérents, d'accord? Et donc la réalité fait que je dirais la solution d'aller vers les gens aujourd'hui pour leur expliquer, pour essayer de les convaincre, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un programme dans ce pays, malheureusement, ils ont laissé ça au Rassemblement national qui a su porter des idées, je dirais même dans les quartiers populaires, pour expliquer qu'à un moment donné, dans ce pays, ça ne va pas. Il est là aujourd'hui le véritable problème de la gauche. La gauche aujourd'hui, ils sont là pour s'unir pour des postes, d'accord? Alors qu'on ne leur demande pas que des postes, on leur demande d'être en action et d'être pour la France et d'être pour les Français un vecteur de propositions gouvernementales qui permettent on va dire, de mettre en exergue réellement des solutions, je vous dis, sur le pouvoir d'achat, sur les déserts médicaux, sur l'éducation, qui aujourd'hui, l'éducation est la plus mauvaise d'Europe dans ce pays. Donc voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, le Rassemblement national a su porter haut et fort ces messages. En tout cas, ces messages dans les urnes, avant de vous libérer, ces messages dans les urnes, une réponse en 2 minutes si possible. Est-ce que les Français doivent avoir peur du Front National? On sait combien l'extrême droite fait peur à certains, pas à tout le monde. Il y a quelques millions de Français et Françaises qui ont tout de même voté hier. Ils sont là, ils sont présents. Mais est-ce que demain, peut-on réellement sur le terrain avoir des conséquences sur la santé, sur le droit du sol, sur l'immigration, sur des secteurs que vous connaissez qui peuvent toucher demain le quotidien des immigrés ou des...
c'est pour Lesquels? C'est pour ça que moi j'appelle à une mobilisation réelle de la part des électeurs, parce que quand même il y a eu quand même 50% d'abstention. Il faut se mobiliser pour qu'à un moment donné, les idées extrémistes qui sont pas républicaines dans ce pays soient mises de côté et qu'on essaye d'organiser un front populaire qui est assez large pour contrer les idées d'extrême droite. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, ces idées, et on l'a vu en Italie, commencent à adhérer. Dans ce pays-là, en France, ça peut aussi faire des dégâts, et notamment, lui, sur le droit du sol, sur les lois immigration, en sachant qu'en plus de ça, quand vous prenez le train le matin moi quand je prends le RER pour aller au Sénat, je vois que les gens à partir de 6h, 7h du matin, ils sont là, et ce que vous voyez dans les trains, c'est des étrangers qui travaillent, parce que les Français ne veulent plus travailler dans les différentes corps d'activité, notamment dans le bâtiment, notamment dans l'aide à domicile, notamment dans les centres commerciaux, etc. Donc c'est aussi, et ça, c'est pour aussi démontrer que le Front National n'est pas une solution pour ce pays. Et donc, on va la combattre. On va essayer de faire en sorte de réveiller cette gauche qui s'est endormie sur ses lauriers pour pouvoir porter haut et fort les valeurs, je veux dire, d'humanisme, de liberté, d'égalité, de fraternité, et ce que est la République française. Mais ça, il y a encore du boulot, mais on va tout faire pour que ça ne passe pas. Ahmed Lawedge, merci. Sénateur, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir réagi. Je vous laisse continuer. Je sais que votre soirée est longue en son lendemain d'Européenne. Gamal Abina, je reviens avec vous effectivement. Si demain ce scénario arrivait avec donc la prise au pouvoir notamment du gouvernement, Premier ministre du Rassemblement national, est-ce que réellement le 8 juillet au matin, deuxième tour de ces législatives qui auront lieu le 7, est-ce que ça changerait réellement quelque chose? Est-ce qu'il y aurait de quoi paniquer? Est-ce qu'il y aurait de quoi faire ses bagages pour faire un peu d'humour? Non, c'est pas la panique directe. Il y aura un choc évidemment, mais il faut jamais perdre de vue que Mélanie n'est pas le Front National. C'est-à-dire que je fais une distinction entre les différentes extrêmes droites. Que l'extrême droite italienne, ils ont régularisé 400 000 étrangers parce qu'ils ont besoin de bras. Qu'Orban, c'est pareil, c'est une extrême droite différente. Que l'allemande, par contre, est un peu plus inquiétante. Mais les extrêmes droites en général qui ont émergé en Europe, c'était plutôt les extrêmes droites souverainistes, qui n'étaient pas forcément teintées de racisme. Je prends l'exemple, par exemple, de Franco, il prend le pouvoir avec le soutien des Rifins. Donc la question raciale n'existe pas chez lui, ni chez Salazar au Portugal. Par contre, Mussolini, pareil, c'était pas du tout du racisme son parti au départ. C'est un parti qui était nationaliste, effectivement, ultramilitariste, et qui voulait sortir de la honte des traités qui ont été défavorables après la Première Guerre mondiale. Mais là, c'est plus grave. On n'est pas sur un parti qui se fonde simplement sur seulement des anciens néo-nazis, des poujadistes, des gens de l'OS, on le sait très bien aujourd'hui. C'est un parti qui se fonde clairement, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est important de le rappeler, qui naît 10 ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est à la fin de la guerre, c'est 62. Eux se créent en 72 par Le Pen. Le Pen qui est un militaire actif en Algérie. C'est un parti qui est constitué de beaucoup de gens de l'OAS, d'anciens frustrés qui ont perdu l'empire colonial. Et c'est un parti qui, à chaque fois, rien que le nom Front National, fait écho au Front de Libération Nationale. On retire le L et on fait Front National. Donc c'est un front qui se fonde contre l'Algérie. Et une des premières paroles qui est donnée dans ce parti, c'est de revenir sur les accords de 68. C'est d'avoir des relations délétères avec l'Algérie, c'est d'être frontal et quasiment même de rompre la relation. Ils en sont capables. Donc c'est un parti qui est frontalement opposé aux Algériens, d'Algérie tout simplement, et de France évidemment. Il parle beaucoup d'échange de nationalité, il parle beaucoup de reconduite à la frontière, de QTF, il parle beaucoup d'immigration non choisie, d'immigration qui doit être sélective, d'immigration européenne et non pas extra-européenne. De délinquance. De délinquance, bien sûr, de délinquance comme si c'était un précaré nord-africain ou algérien. Donc ce front, il ne faut jamais le perdre de vue, est constitué par des gens qui ont un véritable génome raciste qui les constitue. Parce que ce sont des frustrés qui ont perdu leur empire colonial à cause de l'Algérie. N'oublions jamais que l'Algérie, quand elle démarre sa guerre de libération, les Français, pour concentrer leurs efforts mortuaires sur la population algérienne, vont libérer 2 ans plus tard, en 56, la Tunisie et le Maroc, puis vont libérer à nouveau 4 ans plus tard la plupart des pays africains sous contrôle, mais libérés militairement, et finalement concentrent tous leurs efforts sur l'Algérie. Donc cette frustration de la perte d'un empire prestigieux colonial qui était immense pour la France, aujourd'hui, se traduit par la création d'un Front National qui revient toujours sur la relation avec l'Algérie. Donc il ne faut jamais perdre ça de vue, et je pense que la relation
pas seulement à l'intérieur des frontières avec les gens issus d'immigration, on le sait, la relation économique va se dégrader parce qu'ils ne vont pas gérer, ils sont incapables de gérer une économie, ni même de la relancer, mais surtout les relations à l'international vont être très mauvaises. On entend déjà parler dans des racontards que le Front National serait favorable à la reconnaissance du Sahara occidental pour casser les pieds des Algériens. Ils n'aiment pas les Maghrébins, mais bon, ils essaient de diviser pour mieux régner. Que ce Front National n'aime pas la relation qu'il y a avec la Tunisie, il le dit directement, et qui parle tout le temps des mêmes sujets, sans parler des apports de l'immigration, évidemment, et sans parler du bénéfice extraordinaire de sa relation avec l'Algérie, qui, je le rappelle, a 600 entreprises françaises sur le territoire algérien et qui fournit 40% des énergies en France en matière de gaz, je le rappelle. Donc tout ça aura des conséquences, et je ne crois pas que chiche, on va essayer un effet positif. Parce que contrairement à Mélanie, qui est une pragmatique, elle s'est pliée aux normes de l'Europe et elle a rencontré les Algériens pour garantir son approvisionnement et n'est pas en rupture avec l'immigration. Contrairement aux Allemands qui sont aussi pragmatiques parce que l'histoire leur impose, les Français n'ont aucune raison d'avoir un comportement digne et un comportement normal. Et puis surtout, dans le Front National, s'ils font alliance avec l'autre extrémiste de Zemmour, ça va être encore pire. Merci Gamal Abina. Docteur François Deroche avec nous. Une réaction. Gamal Abina vient d'évoquer bien évidemment notamment l'Algérie, les entreprises, le FLN et ce Front National. Mais peut-être un mot des élections présidentielles auront lieu le 7 septembre en Algérie. Le Front National arrive en tête hier, mais il y a tout de même des électeurs, il y a une organisation, il y a une certaine démocratie, il y a aussi un droit de parole, une expression plus libérée au sein des médias, même si encore une fois on peut remettre en cause certaines choses. Quel espoir aussi on peut peut-être donner à ces pays comme l'Algérie ou ces pays d'Afrique qui peuvent demain se voir aller voter, avoir envie d'aller voter aussi, comme ça peut arriver dans certains pays en Europe ou en Occident? Allô? Docteur, oui, on vous entend. Je n'ai pas entendu les questions. Alors, je vais aller vite. Comment? Alors, hier, bien sûr, il y a eu des votes en Europe. Il y a une certaine démocratie, une certaine organisation tout de même. Le RN est là, mais il est passé. Enfin, il passe. Il y a des bureaux de vote qui sont organisés, ce qui n'est peut-être pas le cas dans certains pays comme l'Algérie. Le 7 septembre, c'est les élections. Comment vous voyez dans ces pays du Maghreb, d'Algérie, d'Afrique, demain, que cette jeunesse, ces électeurs, électrices pourraient se rendre avec peut-être autant d'intérêt, parce qu'il y en a un quand même, peut-être pas assez, mais il y en a un. Bien sûr, et d'ailleurs ce que nous regrettons ici, c'est que même la population des banlieues, entre parenthèses, qui n'a pas été votée massivement comme elle aurait dû le faire, c'est regrettable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut saluer quelque chose c'est-à-dire que la démocratie fonctionne, c'est-à-dire que même quand les gens sont mécontents, il y a des votes, il y a une assemblée générale, enfin une assemblée nationale qui est représentative, des intentions de vote et le principal, si vous voulez, vainqueur de ces élections, ce sont les instituts de sondage qui ont traduit de façon extrêmement précise l'intention de vote des Français. Bien sûr, on peut toujours regretter, il y a des pays, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a énormément de pays arabo-musulmans où la démocratie malheureusement n'existe pas, la démocratie est bafouée, les droits de l'homme sont bafoués, on a un délit, les libertés fondamentales ne sont pas respectées. Bien sûr, on peut considérer que malgré les mauvais résultats aujourd'hui en France et cette tendance vers l'extrême droite, il y a quand même une liberté d'expression et ça c'est capital, c'est sacré et il faut le saluer. Il faut saluer surtout cette constitution, cette France qui permet à toutes les opinions de s'exprimer et de s'exprimer et de faire valoir leurs droits. Voilà, donc maintenant que le plus fort gagne, que la démocratie gagne, que la liberté d'expression reste l'expression majeure, l'expression déchérie de tous les Français. Merci. Merci Gamal Abina. 30 secondes, le mot de la fin, vraiment. Un mot d'espoir peut-être. Toute petite minute.
J'ai une copine qui s'appelle Sabrina Sebaï qui se présente à nouveau pour les législatives. Donc, je lui apporte tout mon soutien et j'espère qu'effectivement, elle nous représente dignement. Elle a beaucoup défendu les idées de la mémoire en Algérie et en France. Donc, c'est une femme qui mérite d'être soutenue à Europe Écologie Les Verts. Et il y a des gens comme elle qui existent et qui effectivement se battent pour de vraies valeurs. Sabrina Sebaï, que j'aurai, j'espère, le plaisir aussi de recevoir. On l'a déjà reçu sur notre plateau. Docteur François Deroche, merci d'avoir été avec nous. Gamal Abina, merci aussi pour votre fidélité. Et puis le sénateur Ahmed Delaouadj était avec nous. Dans quelques instants, mon ami confrère et sa plume aiguisée, Djameldine Benchenouf, et juste derrière, c'est un autre ami confrère, Djameldine Taleb. L'actualité continue. Merci infiniment aux équipes techniques et de la rédaction qui travaillent dans l'ombre pour nous accompagner à préparer ces émissions. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, je l'espère. Prenez soin de vous.